l'Agence régionale de santé Île-de-France présente Diagnostic, le podcast des solutions innovantes pour améliorer la santé de tous. Chaque mois, 30 minutes de discussion animée par votre journaliste. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Diagnostic, le podcast de l'ARS Île-de-France. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité, du contexte numérique et politique qui rend possible des attaques et des risques que ces attaques peuvent générer dans les établissements de santé. On va également évoquer les moyens de renforcer la sécurité et la prévention et les diverses façons de répondre à ces cyberattaques. Nous recevons aujourd'hui pour en parler, pour l'ARS, Jérôme Lemaire, responsable adjointe du département Défense et Sécurité, Christian Lemaire, chargé de mission numérique et cybersécurité de l'ARS au sein de la DIRNOV, Rémi Tilly, qui est directeur du département SSI, donc Sécurité des systèmes d'information, au sein de Cézanne, groupement régional d'appui au développement de la e-santé en Île-de-France. Et le professeur Mathieu Rau, médecin anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière, responsable du centre d'accueil des polytraumatisés et responsable de la rédaction du plan de résilience de l'AP-HP. Alors les cyberattaques sont évidemment un risque majeur. Elles s'intensifient depuis plusieurs années. C'est quoi le contexte de ces cyberattaques ? Comment est-ce qu'elles sont rendues possibles, monsieur le maire ? Bon, historiquement, au niveau de l'informatisation des établissements de santé, avant, on va dire, les années 2000, c'était restreint au domaine administratif, pur, la gestion administrative du patient, la gestion économique et financière, et puis ressources humaines. Après, avec les années 2000, sont arrivées des premières expérimentations, aussi l'arrivée de l'imagerie. Donc, on a commencé à couvrir un peu plus les périmètres, mais par exemple, au niveau du dossier patient, c'était souvent restreint à des services pilotes. À partir de 2010, on est arrivé vraiment sur une généralisation des usages, en particulier poussé par le programme Hôpital Numérique, qui poussait les usages dans le cadre de la prise en charge patient. Et donc, petit à petit, on est arrivé vraiment sur une couverture générale de l'établissement, ce qui fait que l'établissement devient de plus en plus dépendant, avec aussi l'arrivée de la téléphonie aussi sur une téléphonie numérique. Donc, on voit bien qu'on couvre vraiment l'ensemble du périmètre fonctionnel sur un établissement, à la fois pour de la prise en charge patient, mais aussi administrative, et aussi sur la communication. Et donc, c'est ça qui rend l'établissement dépendant aussi avec des échanges vers l'extérieur. Et ce qui fait que, en cas de cybercrise, on impacte fortement aussi le domaine fonctionnel de l'établissement. Jusqu'à maintenant, aussi, les établissements, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ils n'étaient pas trop touchés parce que le contexte fait que on n'avait pas encore forcément conscience de la valeur de la donnée numérique en santé. Mais quand on voit petit à petit sur les attaques qui ont eu lieu, aujourd'hui, un dossier médical, c'est $350 ou euros sur le dark web. Donc, il y a une valeur à la revente de la donnée de santé. Bon, je parle pas donc des autres aspects qui sont peut-être plus liés à la politique, mais là, peut-être que Jérôme peut développer un petit peu. Oui, merci Christian. Oui, en effet, je pense que tu as raison dans le sens où les hôpitaux avant n'étaient pas sur un tout système d'information, un tout numérique. Donc ça, je pense que ça... Sur les 10 dernières années, ça a énormément joué. Puis comme toute menace, parce que le risque cyber, c'est en fait aussi lié à une menace, si on voit son pendant. Géopolitiquement parlant, ça a aussi un rôle, comme tout autre type de risque qu'on pourrait avoir aussi dans le milieu sanitaire. Donc je pense que c'est important de prendre en compte l'ensemble en fait du périmètre, on va dire, à la fois le fait qu'il y ait une menace globale sur le cyber, une faiblesse peut-être un peu sur le tout numérique dans un établissement de santé, ça crée aussi une faiblesse en face. Donc ça, c'est aussi important. Peut-être revenir, parce qu'on parle beaucoup de cyberattaques, mais pour un établissement de santé, on n'a pas que la cyberattaque qui pourrait mettre à mal l'établissement de santé. Une panne, par exemple, électrique, simplement, peut également avoir le même impact qu'une cyberattaque. C'est juste la durée de la crise qui serait différente, mais ça engendrait également une perte de l'ensemble du système d'information. Donc, le risque cyber dans sa globalité, c'est pas que de la malveillance, ça peut être aussi non malveillant, donc c'est important aussi de se le dire. Il n'y a pas que le contexte de menace
en tant que tel. Et j'ajouterais un mot, je pense que aujourd'hui, le risque cyber, il est vraiment à prendre en compte à tous les niveaux. C'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire que des DSI, des directions du système d'information. C'est bien l'affaire aussi des directions générales, de l'ensemble d'entre nous, voilà, humains que nous sommes, juste un par un, faire attention à votre usage informatique. Et donc ça, je pense que c'est important. Et peut-être que, professeur Rowe, vous pouvez nous en dire un mot. En effet, ce n'est peut-être pas qu'une crise technique, finalement. Assurément, vous l'avez dit, on a une augmentation de la surface informatique dans nos hôpitaux depuis maintenant 20 ans, des hôpitaux dans lesquels il n'y a plus de papier du tout. Et c'est vrai que le jour où l'informatique s'éteint, quel que soit le motif, eh bien, on est démunis. Même vous dire que les plus jeunes générations ont appris à délivrer le soin uniquement avec des ordinateurs. Et quand il faut passer au papier, c'est parfois un peu plus compliqué. Le problème de la panne et on va dire le dysfonctionnement informatique au global, c'est que il est brutal, il est total, il touche toute l'institution et il est, lorsque c'est une attaque ou une grosse panne compliquée, prolongée. Et donc, clairement, ça met à mal ce pourquoi l'hôpital est là, c'est-à-dire délivrer du soin. Délivrer du soin immédiatement puisque il y a une phase de sidération, d'impossibilité de faire et de reconfiguration nécessaire qui fait qu'on est obligé de réduire un petit peu la voilure, comme on dit, on va se focaliser sur les urgences. Et puis, lorsque la panne est vraiment prolongée, on a malheureusement des exemples d'établissements de santé dont la crise a été vraiment sur le long terme et dont l'offre de soins a été mise à mal parce que les patients sont allés ailleurs, parce que les personnels se sont épuisés. Il faut comprendre que une cyberattaque, c'est un marathon qu'on débute en sprint. Et donc, il faut tenir 42 km, enfin, je ne sais plus combien, mais voilà, on voit bien l'idée que il faut être capable de tenir sur le long terme. C'est un sujet d'institution, c'est aussi un sujet d'individu qui, en général, travaillent à l'hôpital pour délivrer du soin. Et qu'on soit directrice, directeur, soignant, ingénieur, qu'importe. On est là au service des patients. Quand on ne peut plus faire son métier au service des patients, on se sent aussi personnellement en difficulté. Donc, c'est vraiment une crise de l'ensemble de l'hôpital. Merci professeur Rowe. Alors oui, en effet, il est fondamental de comprendre qu'une attaque cyber est systémique. Elle impacte tous les services, pas seulement le service informatique, même si c'est par l'informatique que ça arrive. Alors pour se rendre compte de la façon dont on découvre qu'on est attaqué, on va écouter le témoignage de Alain Hiller, qui est directeur des systèmes d'information et de l'organisation de la maternité des Bluets à Paris, dans le 12e arrondissement, et qui a vécu l'attaque cyber du 7 octobre 2022. J'étais en train de faire mon marché quand je reçois un appel de Sophia, mon collègue de l'informatique qui était d'astreinte sur l'hôpital ce week-end-là. Et la toute première chose qu'il me dit, « Alain, on est mort ». Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, tous les serveurs ne fonctionnent plus, tous les serveurs sont en erreur, j'ai plus accès aux équipements, le firewall, les switches. Je viens d'avoir un appel de l'administrateur de garde qui m'a dit qu'en fait dans les étages, ils avaient plus accès aux dossiers patients, n'avaient plus accès aux données, donc les fichiers partagés, ils n'avaient plus accès à rien. En fait, un poste sur 10 fonctionne, les autres ont a priori HS. Il n'y a plus de monitoring dans la salle de naissance. Enfin bref, la totale quoi. Donc je comprends tout de suite qu'en fait il se passe quelque chose de grave. Je pense pas encore tout de suite à une cyberattaque, mais bon, je pense que déjà dans ma tête, ça y était. Donc on se retrouve tous là-bas, je rameute les autres personnes de l'équipe. Et puis on continue à faire l'état des lieux. Et là, effectivement, on constate que l'ampleur est considérable sur notre réseau. On n'a plus accès à rien, on n'a plus de sauvegarde. On n'arrive plus à atteindre les équipements. Enfin, c'est vraiment la galère, plus que la galère. Donc du coup, tout s'enchaîne relativement vite. Je déclare l'incident à l'ANSSI. J'alerte la direction générale en leur disant que l'incident est majeur et que important sur l'ampleur de tout le périmètre réseau. Donc la cellule de crise est constituée assez rapidement. On passe en mode dégradé sur toutes les applications pour les soignants. On n'était pas véritablement préparé pour ce type de situation. On n'avait pas toutes les procédures. Donc on était véritablement dans un chaos informatique. Un chaos informatique. Ce qu'on entend, c'est que tout s'arrête, plus rien ne fonctionne. Et la question n'est plus aujourd'hui de se demander si les attaques vont arriver, mais quand est-ce qu'elles vont arriver. Christian Lemaire, comment s'y préparer ? Alors en fait, donc au niveau de l'ARS, avec aussi le national, qui a mis à disposition des kits de préparation pour préparer les exercices de crise, on a organisé 2 appels à projets pour financer les établissements dès 2023 et sur 2024 aussi.
pour qu'ils puissent travailler sur l'organisation de la cellule de crise à partir de ces kits et s'entraîner dans le cadre d'une crise cyber. Puisqu'on l'a vu, c'est un peu un démarrage tambour battant. Il faut quand même calmer et organiser la continuité d'activité de l'établissement. Et derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la crise cyber s'inscrit dans le temps. Et donc, la cellule de crise, il va falloir l'organiser, mais aussi sur de long terme. Donc, c'est pour ça que le but de ces exercices, c'est aussi sensibiliser les établissements et donc les directions à s'organiser aussi dans la durée dans la gestion de crise. À côté de ça, dès 2022 aussi, en décembre, il y a une task force qui a été mise en place au niveau national par la délégation du numérique en santé, avec pour aboutissement la mise en place d'un programme dit CARE qui contribue au financement des établissements pour améliorer leur sécurité sur 4 domaines aujourd'hui, avec tout d'abord, depuis mars, à peu près à hauteur de 65 millions d'euros prévus pour financer des audits techniques et des plans de remédiation pour des failles techniques qui auraient été identifiées sur leurs établissements. Là, à la fin de l'année, on aura un second programme qui financera à la hauteur de 45 millions d'euros tout ce qui est lié aux sauvegardes des données, mais aussi, comme on venait de l'évoquer, un peu toute l'organisation donc de la continuité d'activité et la reprise d'activité après la crise, donc ce qu'on appelle le PCA et PRA. Donc les établissements seront accompagnés pour élaborer ce plan de continuité et reprise d'activité dans ce contexte, parce qu'il en existe bien sûr dans d'autres situations comme les inondations, etc. Mais là, vraiment dans le cadre de la cyberattaque. Enfin, 2 autres domaines qui seront liés à tout ce qui est accès distant. On peut voir que le télétravail s'est développé, donc il faut vraiment sécuriser ces accès aussi par les prestataires. Et enfin, un dernier domaine qui couvrira tout ce qui est lié à la protection du poste de travail lui-même. Donc ça, à partir de janvier 2026. Après, une fois qu'on a dit tout ça, ce que disait de toute façon Jérôme, le risque zéro n'existe pas. Bon, le principal, c'est aussi de se préparer, d'où aussi l'importance de faire ces exercices de crise de manière annuelle. C'est ce qui est demandé aux établissements, d'en faire au moins un, de manière à la fois travailler sur les aspects techniques pour se sécuriser, mais aussi aller sur la gestion de crise et développer les modes dégradés quand on n'a plus du tout d'outils informatiques. Il y a un aspect que j'ai pas développé tout à l'heure, mais c'est vrai que de plus en plus, l'informatique est aussi connectée aux appareils dits biomédicaux, l'imagerie, la robotique par exemple, au niveau des pharmacies, tout ça. Tout ça est interconnecté, ce qui fait que quand on n'a plus d'informatique, ce n'est plus piloté. Et bien sûr, la continuité d'activité de l'établissement est impactée. Rémi Tilly, pour Cézanne, qui est donc le principal fournisseur de services de cybersécurité des établissements de santé, comment vous fonctionnez ? On est complètement aligné donc sur le programme CARE. Alors CARE, c'est cyberaccélération et résilience des établissements. Donc on n'a pas attendu le programme CARE pour faire des actions aussi bien de sensibilisation que d'amélioration de la sécurité des systèmes d'information. C'était une volonté de l'agence d'avoir ces solutions-là en place depuis près de 10 ans maintenant. On a organisé donc des exercices de cybercrise en lien avec le programme CARE dans la région, donc plus de 200 exercices. Donc ça montre aussi une véritable mobilisation des établissements et qui prennent ce sujet-là vraiment en compte. L'intérêt de l'exercice de cybercrise, c'est aussi et surtout de sensibiliser les directions d'établissements et leur faire comprendre, comme ça a été dit tout à l'heure, que la cybercrise, c'est pas un problème de la DSI, c'est vraiment un problème de l'établissement. Et donc c'est comment on fait derrière pour pouvoir continuer à poursuivre son activité, même si on n'a plus d'informatique. Sur ces aspects de sensibilisation, on vise nous aussi à sensibiliser l'ensemble du personnel. Donc on fait des tests de phishing, on a des vidéos de sensibilisation qui s'adressent à tous. Et on a une grosse campagne en ce moment sur l'ensemble de la région, donc pilotée par l'agence. Mais donc nous, on est là pour fournir le service. Et puis on a aussi toute une communauté de RSSI et de délégués à la protection des données, puisqu'on parle aussi de la protection des données de santé, qu'on anime donc au sein de la région pour faire en sorte que on partage le maximum d'expérience et que les établissements se renforcent. Au-delà de ces aspects de sensibilisation, on a aussi une surveillance permanente de ce qui se passe dans les établissements. Donc, notamment dans le domaine 1 qu'évoquait Christian à l'instant, il y a un aspect d'exposition Internet.
Donc on a des outils qui visent à surveiller ce qui est exposé pour les établissements et s'assurer que cette exposition-là, ces services exposés sont bien sécurisés, qu'on n'a pas de faille de sécurité qui soit facilement accessible. Alors on réussira jamais à blinder et à sécuriser totalement un établissement, mais au moins éviter que le petit hacker du coin il puisse pénétrer dans l'établissement et y faire des ravages. La semaine dernière, on a encore eu 3 ou 4 cyberattaques qui ont été, alors, a priori, quand même détectées à temps pour certaines. Mais voilà, on vise aussi à surveiller ce qui se passe sur les systèmes d'information. Et puis, autre type de service que l'on propose aux établissements, c'est pendant la crise et la partie remédiation, donc avec des services d'aide pour venir aider, donc participer à la reconstruction des établissements, également gérer toute la phase de communication qu'on peut avoir pendant la crise, puisque ça va fuiter sur les réseaux sociaux. On sait que ça peut aussi amener des dégâts bien plus importants que la crise elle-même. Donc on est là aussi pour accompagner les établissements sur cette partie gestion de crise. Merci. Alors oui, on imagine bien que la communication peut s'emballer très rapidement dans ces conditions extrêmes. Professeur Rowe, concrètement, au sein de l'hôpital, comment s'organise-t-on ? La première chose, c'est de faire le lien entre la communauté hospitalière non informatique et la communauté hospitalière informatique et de faire comprendre que c'est l'affaire de tous, vous l'avez dit tout à l'heure. Pendant très longtemps, on était assez réticents à toutes ces mesures de protection, de double authentification, etc. Mais depuis 2 ans que les hôpitaux sont attaqués, et qu'on perçoit, y compris chez des collègues, ce que ça a pu faire, on est un peu plus ouvert. Donc il y a une vraie part de sensibilisation, de gens qui sont pas du tout du domaine de l'informatique. Et puis ensuite, il faut se préparer. On l'a compris, on se retrouve avec un hôpital qui est à l'arrêt. Donc, quelques petites anticipations à faire pour passer cette phase de sidération. La première chose, c'est d'identifier un petit peu dans toute l'activité quotidienne qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Sur un patient donné, on peut le savoir, mais sur l'ensemble de l'activité annuelle d'un hôpital, ça permet de se dire que ce qui est moins urgent, on pourra le mettre un peu en sourdine et réallouer les personnels qui étaient affectés à ces activités-là vers des activités un petit peu plus urgentes, qu'elles soient de soins, de direction ou autres. Et puis ensuite, il y a comment on fait fonctionner un service, une direction, service d'urgence, service de dialyse, quand il n'y a pas d'ordinateur. Ça s'invente pas, ça peut pas être fait par un cabinet de consultants, c'est des professionnels du service qui vont se dire, moi si j'ai pas d'ordinateur, comment on fait ? Et on part de cette intelligence professionnelle qui va ensuite, petit à petit, remonter jusqu'à, comment on fait s'il n'y a plus d'informatique. Donc tout un travail de préparation à plus d'un titre. On comprend que la préparation est essentielle pour gérer au mieux le chaos qui survient. Et si l'on est bien préparé, on peut donc réagir sans panique. Jérômine ? Sans panique. Pour ne pas paniquer, justement, il y a plusieurs axes. Donc, les axes de préparation sont essentiels et c'est ce que viennent de dire l'ensemble des personnes avant moi. Mais donc, il y a la préparation à la gestion de la crise en tant que telle pour éviter au maximum la sidération. Mais surtout, il n'y a pas que ça. Il y a un gros enjeu de sécuriser son système d'information. Il y a un enjeu de se préparer dans le sens où il faut réaliser son plan de continuité d'activité métier. Enfin, voilà, c'est vraiment sur plusieurs pans. Et après arrive la crise. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, si tout ça a bien été fait en amont, on a déjà une meilleure chance de s'en sortir, si on peut dire. Au niveau de l'ARS, tout ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années a été essentiel aussi pour relancer en fait la machine et se dire que le risque cyber avait toute son importance aujourd'hui dans le système de santé. Les crises majeures qu'on a eues, vous avez dû entendre parler du centre hospitalier de Versailles ou des Bluets, comme la personne est intervenue. Ça nous a aussi permis de nous rappeler qu'en fait l'hôpital était vulnérable et qu'on avait besoin d'avoir peut-être une boîte à outils qui nous permettrait en fait d'aider l'établissement au niveau régional pour mieux réagir et pour mieux se prémunir, donc avec des obligations nationales sur certaines choses, mais voilà, l'idée étant là. Au niveau de l'ARS, on a donc créé un plan de gestion de crise régionale, donc c'est quelque chose qui existe sur d'autres typologies de risques, qui aura un impact sanitaire. Donc on l'a fait également sur le risque cyber, donc ça c'était déjà une première partie. L'idée, ça a été aussi de pouvoir rappeler par le biais de ce plan toutes ces actions de préparation qui sont essentielles en fait au niveau des établissements de santé. Et on a également permis, je dirais, de créer un stock régional de matériel en lien avec la PHP, donc sur décision de l'ARS, mais qui permettrait d'aller aider les établissements de santé à peut-être retrouver quelques ordinateurs décorrélés de leur réseau infecté, bien sûr, pour pouvoir mieux gérer la crise. Je pense que c'est des initiatives. Tout n'est pas parfait, mais l'idée c'est de pouvoir épauler les établissements. Et pourquoi on fait ça ? Parce que le rôle de l'ARS,
dans la gestion de la crise, c'est vraiment qu'on s'assure que l'offre de soins n'a pas d'impact en fait au niveau régional. Donc si on a un établissement qui est victime d'une cyberattaque, comme vous l'avez entendu, la prise en charge des patients n'est peut-être pas toujours en fait optimale, ou en tout cas à 100% par rapport à ce qui a lieu à la base, en fait, on va dire. Donc ça, c'est important de l'avoir parce que pour ça, c'est pas l'établissement tout seul qui pourra aider à organiser l'offre de soins territoriale pour que les autres établissements puissent peut-être venir soutenir, du coup, l'établissement qui est victime d'une cyberattaque. Donc on a aussi un enjeu à réorganiser l'offre de soins territorialement si jamais il y a une cyberattaque sur un établissement et à mieux comprendre l'impact et justement l'impact sur la prise en charge, ici en tout cas des franciliens. Merci. Rémi Tilly. Sur la gestion de la crise, effectivement, on travaille là en ce moment beaucoup sur la continuité d'activité, donc pas avec les DSI. Donc il y a une désignation qui est poussée dans les établissements à avoir un responsable de la continuité d'activité, donc qui surtout bien sûr ne doit pas être le DSI ou le RSSI, mais vraiment quelqu'un du métier. Et donc nous on organise des formations pour ces RPCRA pour se préparer. On parle beaucoup d'établissements de santé. Il y a un sujet aussi auprès des établissements médico-sociaux. Les établissements médico-sociaux sont aussi touchés par des cyberattaques. D'ailleurs, le secteur libéral de la même façon aussi. On en parle un petit peu moins. Néanmoins, ça peut quand même avoir des impacts aussi significatifs, même si on va plutôt mettre en avant dans la presse les établissements de santé, le médico-social, c'est vraiment un secteur dont il faut se préoccuper et qui est d'ailleurs intégré dans le cadre du programme CARE des prochains domaines qui vont sortir pour aider justement ces établissements à intervenir. Et enfin, sur tous les services qu'on propose, ils sont aussi bien adaptés à des établissements qui sont matures, donc ils vont nous solliciter sur un sujet bien particulier. Voilà, j'ai besoin de mettre en place une cybersurveillance, j'ai besoin d'une sauvegarde externe, des points vraiment très précis, comme des établissements qui malheureusement découvrent encore le sujet aujourd'hui, qui nous sollicitent en disant aidez-moi à sécuriser mon établissement. Et donc là aussi, nous on a cette capacité-là à accompagner les établissements et à les aider à mettre en œuvre les premières mesures de sécurité, vraiment les éléments essentiels qui vont permettre de mieux sécuriser l'établissement. Professeur Mathieu Rau, quelles sont donc vos premières actions au sein de l'hôpital en cas de crise ? Eh bien, on demande de l'aide, la première chose à faire, et on n'est pas seul. On est aidé en cela par l'ARS, vous venez de chacune et chacun de le dire, qui permettra de garantir que l'offre de soins soit assurée par d'autres établissements. On travaille en lien avec nos partenaires habituels, au-delà de l'ARS, je pense au SAMU, qui doit évidemment être informé d'une capacité réduite, en tout cas à la phase initiale. On est là pour prendre soin des patients, donc on va prendre soin des patients en priorisant, bien sûr, celles et ceux qui en ont le plus besoin tout de suite, dont la prise en charge ne peut pas être retardée, sauf à faire courir un risque pronostique. Mais il faut aussi qu'on prenne soin des personnels qui travaillent à l'hôpital. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est fracturant. Sont des gens qui ont un investissement au service de l'autre, encore une fois, quelle que soit la fonction dans l'hôpital. Et quand on peut pas le faire, eh bien, on se retrouve en difficulté. La difficulté peut conduire au repli sur soi, pas être capable de délivrer sa mission. Le repli sur soi, c'est aussi le repli dans son service, son unité, sa direction, avec un risque de travail en silo qui est mortifère dans ce genre de situation parce que la crise touche absolument tout l'hôpital. Donc il y a une dimension, on va dire, d'activité très opérationnelle pour essayer de reprendre un fonctionnement quasi normal. Il ne sera jamais complètement, en tout cas, pour délivrer sa mission de direction, de soignants. Il y a aussi un lien extrêmement fort à créer entre toutes ces entités, tous ces services, pour les faire travailler ensemble et pas de manière isolée. Merci professeur Rau. Alors ce que j'entends, c'est qu'effectivement il faut créer du lien, de l'aide, une sorte de maillage de partenaires. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que la cybersécurité, c'est vraiment l'affaire de tous en fait ? Jérôme ? Oui, absolument. Je pense que c'est en effet l'affaire de tous. Je pense qu'on l'a dit en effet à multiples reprises en tout cas. C'est important que tout le monde se sente concerné par ce risque et puis que ce soit dans le milieu professionnel ou même dans le milieu personnel en fait. En réalité, ça ne touche pas que la santé. Christian Lemaire, un mot pour conclure, le mot de la fin ? Peut-être pas le mot de la fin, mais aussi pour compléter. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé, je dirais, de l'impact sur finalement les services de soins. On a parlé de continuité d'activité, donc pour enfoncer un peu le clou, je dirais que quand on dit que c'est l'affaire de tous, il y a aussi toute la partie administrative. Pour faire simple, cybercrise, est-ce qu'on peut générer les payes ? Est-ce qu'on peut continuer à passer des commandes pour avoir des approvisionnements, quels qu'ils soient ? Toute la chaîne d'information est impactée. Et comme je disais aussi tout à l'heure, un élément majeur, c'est la communication, la télécommunication. Si on n'a plus de téléphonie dans l'hôpital, comment on fait pour communiquer en interne ? Donc c'est pour ça que vraiment ça impacte vraiment de manière systémique l'ensemble de l'hôpital
dans son fonctionnement même et sa continuité même d'activité. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, Châtilly ? Alors, la sécurité, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas un projet. Il y aura pas de fin. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire en continu. Il faut faire de la répétition, de sensibiliser en permanence, continuer. Voilà, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps et chaque jour on va découvrir de nouvelles failles, de nouvelles méthodes de rentrer dans les systèmes d'information et donc on va essayer nous de trouver les mesures qui permettent de s'en prémunir et d'essayer autant que faire se peut de limiter l'impact d'une cyberattaque. Professeur Mathureau. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de chaque soignant, chaque membre de direction. Nos athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques n'ont pas envoyé les membres de leur fédération s'entraîner à leur place. C'est à nous, soignants, à nous, acteurs et actrices de l'hôpital, de nous préparer. On peut être la porte d'entrée par un clic malheureux sur un mail. C'est à nous de faire la promotion de la cybersécurité, à nous de préparer le soin et le fonctionnement de l'hôpital sans ordinateur. Merci professeur Rowe et merci Jérôme Lemaire, Christian Lemaire, Rémi Tilly. Grâce à vous, on réalise bien que la cybersécurité nécessite une vigilance extrême et que c'est donc l'affaire de tous, comme cela a été dit plusieurs fois. Merci encore et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Diagnostic, le podcast de l'ARS Île-de-France. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Diagnostic, le podcast de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Merci de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.